Bonjour à tous, donc bienvenue à l'atelier Willy et merci à Lilian pour cette deuxième édition sur sa nouvelle conférence qu'il va nous proposer tout à l'heure. Il a bossé, c'est un thème totalement différent par rapport à l'année dernière, donc j'espère qu'il va arriver à vous séduire et surtout qu'on en ressortira moins bête, si je puis dire. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour le pot de l'amitié. Bonne chance, fils. Merci. Oui, effectivement, merci à l'atelier de nous accueillir ici. Donc déjà, pour commencer cette introduction extrêmement générale, je vais commencer par des banalités. Je dirais qu'une exposition, une publication, quelle qu'elle soit, ou même une conférence, reflète toujours un choix. Il y a eu en tout 8000 œuvres qui ont été exposées au Salon du Louvre entre 1737 et 1789, ce qui est très très loin de la production parisienne durant ces années-là, et même en France. Donc, selon ce panel d'œuvres gigantesques, il faut choisir certaines œuvres selon un propos auquel on veut donner un sens. Donc la thématique de cette conférence porte essentiellement sur les réflexions et les applications dans le domaine de l'art à partir du milieu du XVIIIe siècle. Donc ne vous attendez pas spécialement à une présentation exhaustive de l'art du XVIIIe, mais plutôt à une présentation du lien entre la philosophie et les réflexions artistiques et la production qu'en font ces artistes. Ensuite, je dirais que nous sommes toujours contemporains des œuvres que l'on regarde. Une œuvre a beau avoir un siècle, on la regarde toujours à travers notre époque. Donc le but de l'historien, et c'est ce que je vous propose ici, est de replacer ces œuvres dans un contexte bien précis. Donc ne vous attendez pas non plus à ce que je donne des bornes chronologiques précises, c'est quelque chose que je déteste, parce que il y a toujours une superposition des périodes. Quand le néoclassicisme a commencé à prendre racine entre 1755 et les années 70, le rococo a continué à exister. On continue, si vous voulez, à fabriquer des fauteuils Louis XV sous Louis XVI. Faites néanmoins attention aux légendes des diapositives parce qu'elles ont leur importance. Vous y trouverez le nom complet de l'artiste et ses dates de vie et de mort entre parenthèses. Le nom de l'œuvre en italique, les dimensions, vous avez toutes ces informations là, et ce sont des choses que je ne pourrais pas forcément donner à l'oral par manque de temps. Donc il est quand même assez important de voir ce qu'il y avait avant le néoclassicisme, parce que, et de donner du coup des précisions sur le rocaille, parce que le néoclassicisme en découle plus ou moins directement, tout simplement en réaction en fait. Parce que le style rocaille était un art qui était jugé comme mauvais. Il est apparu au début du XVIIIe siècle, à partir des années 1700, voire même 1690, sous l'impulsion d'artistes comme Antoine Watteau. Du fait déjà du développement de la bourgeoisie, cette nouvelle classe sociale voulait montrer sa richesse, et elle cherchait d'abord à montrer mettre en image son mode de vie. Donc les marchands d'art qui vendaient les œuvres ont très rapidement senti le bon filon à exploiter et ils publiaient des catalogues qui regroupaient toute leur collection, tout ce qu'ils avaient en stock, et ces catalogues étaient de mieux en mieux illustrés par le biais de gravures. Donc on reproduisait ces œuvres de manière à pouvoir les vendre. Et ça a très rapidement contaminé la cour de Louis XV. Donc les élites intellectuelles qui circulaient, qui tournaient autour de la cour du roi, voulaient combattre ce mauvais goût qui était jugé frivole, voire même graveleux parfois. Et en peinture, on trouve donc des scènes qui sont tirées de la mythologie, toujours, bien évidemment, avec des scènes galantes, avec des dieux, des nobles, des bourgeois, voire même des paysans, qui batifolent avec leurs concubines, donc les peaux pâles des femmes se teintent de rouge sous l'excitation, pendant que leurs concubins s'adonnent à des jeux amoureux. Et le tout sur un fond de verdure quasi irréel. Donc l'apogée est atteint avec Jean-Honoré Fragonard, où on y voit une jeune femme qui fait de la balançoire, et elle fait voler sa robe pour montrer son jupon à son amant qui est caché ici, pendant que son mari
totalement insouciant, la pousse. Et on voit ici un petit Cupidon, donc la représentation de l'amour, en fait. Oui, je ne sais pas ce qui se passe avec le son, hein, mais... La représentation de l'amour, en fait, hein, qui fait un petit signe de discrétion, alors qu'il a lui-même provoqué la scène en tirant ses flèches sur les deux amants. Donc il s'amuse, en fait. Et les artistes qui étaient en apprentissage à Rome continuaient à étudier d'après l'Antique. Et les modernes aussi de la Renaissance. Le goût à Paris s'était développé de façon indépendante, en fait. Et à leur retour, ces artistes retrouvaient une fracture qui était flagrante, alors ils avaient le choix. Soit ils restaient à Rome, ou bien ils rentraient, et dans ce cas, ils devaient se mettre à la page. À tel point que le voyage de Rome commençait à être remis en question par certains artistes. Et certains préféraient les Nordiques du XVIIe siècle. Les suiveurs de Caravage, entre autres, comme Rembrandt, comme Ter Bruegel, etc. Et c'est le cas de Boucher, par exemple, qui dit à son apprenti, Fragonard, si jamais tu vas à Rome, tu es fichu. Et il se pose un problème qui est vraiment important, c'est l'image du roi en France. L'abbé Leblanc écrit en 1945 que Paris passe de l'extérieur pour le magasin de l'Europe, pour toutes les frivolités que met le caprice à la mode. Donc, ça pose vraiment un véritable problème, parce que les artistes sont quasiment des diplomates, en fait. Avoir de grands artistes ajoute à la grandeur du roi. Ce sont quasiment des hommes illustres qui participent au prestige de l'État. Et ces scènes galantes-là se prêtent extrêmement mal au soft power royal. Et en plus de ça, il y a une comparaison qui est de plus en plus nette entre Louis XIV et le grand style de Louis XIV et ce style pauvre de Louis XV. On veut réformer alors. Et la reprise en main, elle passe par le biais des deux académies principales, donc l'Académie française à Rome, où les artistes gagnants du prix de Rome obtiennent une bourse pour partir en Italie et parfaire leur apprentissage, et l'Académie royale de peinture et de sculpture à Paris. Parce que cette académie à Paris sélectionnait les œuvres qui étaient exposées au Salon du Louvre, le Salon carré du Louvre. C'était une sorte de grande exposition collective qui avait lieu tous les 2 ans. Donc l'Académie pouvait alors filtrer et faire pression sur les artistes afin de changer justement ces mentalités. Donc le néoclassicisme, on l'appelle comme ça déjà pour le distinguer entre de l'époque classique qui désigne le 5e siècle avant Jésus-Christ, donc ça c'est une borne historique, c'est une période qui correspond à peu près à la construction de l'acropole d'Athènes telle qu'on la connaît aujourd'hui. On cherche aussi à distinguer le néoclassicisme de la Renaissance et le classicisme aussi du XVIIe siècle, comme l'art par exemple de Louis XIV. Versailles est de style classique, le palais de l'Élysée aussi est de style classique. Mais il ne faut quand même pas se méprendre, c'est en aucun cas une nouvelle renaissance, et ce n'est pas non plus un retour en arrière. On puise, si vous voulez, dans le passé les réponses du temps présent. Donc le but est véritablement de prendre des éléments qui sont intéressants pour en faire du neuf. L'Antiquité romaine aussi ne suffit plus. On se réfère à cette Antiquité qu'on va ressortir du placard, même si elle n'a jamais totalement disparu dans l'imaginaire collectif. On veut surtout remonter à la source. On considérait, ce qui est un peu vrai, hein, que l'art égyptien est à l'origine de tout, qui a été récupéré et amélioré par les Grecs, et les Étrusques, qui est un peuple autochtone qui vivait en Italie pendant la très haute Antiquité, récupèrent aussi cet art égyptien et l'adaptent à leur façon, et le développement de l'art antique à sa forme la plus aboutie apparaît sous les Romains, parce qu'ils récupèrent le tout et ils le combinent, ils le synthétisent. Donc le néoclassicisme fait une sorte de mélange complètement éclectique entre des influences égyptiennes, grecques, romaines, et ce que l'on pouvait penser d'Étrusque. Parce que c'était un art, c'était une civilisation qui, même encore aujourd'hui, est assez mal connue. Le rôle de l'image aussi est primordial, parce que tous ces textes antiques
comme Homère, Virgile, Suétone, Platon, ont été traduits en français depuis bien longtemps. Et ils perdent, si vous voulez, cet effet de surprise, parce qu'ils sont lus depuis l'enfance. Et le développement de l'archéologie fait que cet univers devient, non pas littéraire, mais devient plus visuel, par le biais déjà des publications qui sont illustrées. Si bien que cette culture visuelle qui est plus abordable par le biais des gravures qui sont produites en masse, se démocratise. Ça va aussi en adéquation avec le philosophe Diderot, le célèbre Diderot qui voulait un art qui soit compréhensible à tous, ou presque, hein. Ce qui est aussi le point de vue de Stendhal, parce que Stendhal, outre un écrivain, c'était aussi un historien d'art. Au Vatican, il visite la cour du Belvédère et il y voit le fameux torse du Belvédère, qui est un marbre admiré depuis des siècles. Et en fait, il ressent rien devant. Il écrit dans ses mémoires, on voit bien que ce morceau de marbre admiré par Raphaël et Michel-Ange a été étudié comme un caractère chinois. Il n'a créé ni peine ni plaisir. Il ne faut pas forcer le sentiment. Donc les études à outrance tuent ce fameux sentiment. Et alors évidemment, en énonçant ça, hein, je flingue un peu mon business parce que les sentiments sont le fondement même de cette conférence. Donc du coup, on veut un art qui soit plus simple. Mais l'art ne doit plus seulement plaire à l'œil, mais il doit aussi instruire, ce qui est par le biais surtout, par le biais de la peinture d'histoire. Mais ça pose un paradoxe, parce qu'il est très difficile d'instruire un public par l'image, qui du coup est sans référence littéraire. Et ça limite du coup l'originalité des sujets. Si vous ne pouvez pas comprendre le tableau, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc les artistes écrivent des petits textes qui expliquent leurs tableaux, qui sont rassemblés dans un grand catalogue qui sont distribués et mis en vente au Salon du Louvre, justement pour expliquer leurs œuvres. C'est le cas par exemple, du tableau Le Serment des Horaces de David qui est présenté en 1787 au Salon du Louvre, qui était un sujet qui était totalement nouveau, où il présente, c'est un thème historique, hein, mais le sujet n'avait jamais été représenté, et qui présente le moment où les trois frères jurent sur leurs armes de se battre jusqu'à la mort contre les Curiaces pour la gloire de Rome. Les Curiaces qui sont issus d'une cité rivale. Et en fin de compte, un seul des Horaces s'en sortira vivant. Il résume, ce tableau en plus illustre un des fondements du néoclassicisme. C'est l'exemple de morale et de vertu, ce que l'on appelle en histoire de l'art l'exemplum virtutis, qui correspond ici au courage et à l'honneur. Donc l'art doit instruire, mais il montre l'exemple. Il ne fait pas que donner des cours d'histoire. Alors en architecture, les modèles antiques sont bien sûr toujours d'actualité. On se réfère toujours aux 10 livres de l'architecture de Vitruve qui ont été écrits au 1er siècle après Jésus-Christ, un livre antique. Et Vitruve était un architecte et il écrit ce livre qui explique les grands principes de l'architecture romaine. Comment on doit construire un mur en moellon, comment on doit faire de beaux ornements sur les bâtiments, ou même des points de vue beaucoup plus techniques, comme par exemple des pompes à eau, ou comment on doit gérer l'évacuation de l'eau dans les latrines. C'est un livre extrêmement général et on s'en sert toujours comme référence. Et on le revisite à la sauce du XVIIIe siècle. L'architecture antique était elle-même considérée comme parfaite, parce qu'elle est régie selon une géométrie extrêmement stricte. Toutes les proportions, si vous voulez, sont parfaites. C'est régi selon ce que l'on appelle le nombre d'or. On peut citer par exemple la maison carrée de Nîmes, qui est un temple qui répond exactement à ce canon, mais la Renaissance non plus n'est pas en reste, surtout le modèle palladien. Oui, au niveau de l'Antiquité, il y a aussi le Panthéon de Rome, le Panthéon d'Agrippa à Rome, déjà pour sa forme ronde, et aussi sa façade. La Renaissance non plus n'est pas en reste, hein, surtout le modèle d'Andrea Palladio, un architecte de la Renaissance, dont la fascination surtout se base sur les plans centrés. Donc un plan centré, si vous voulez, c'est ça. Vous voyez bien que la rotonde qui est ici, que l'on retrouve sur le plan à cet endroit-là, permet de desservir toutes les pièces. Donc c'est véritablement le centre de la maison, quoi. Et donc ça se matérialise généralement par un plan en croix. Ça peut être aussi un carré ou même carrément un rond.
Donc ici, on a les trois. Donc toutes les applications de ces modèles revisités sont assez célèbres aujourd'hui. Hein. Il y a l'église Sainte-Geneviève qui est l'actuel Panthéon à Paris, qui est essentiellement qui s'est essentiellement inspiré du Panthéon à Rome pour sa façade, bien qu'elle soit un peu plus chargée. Et on s'inspire aussi pour la coupole du Temple Pietro de Bramante, qui date là de la Renaissance. Donc vous voyez qu'on rassemble un petit peu, on fait une espèce de gloubi-boulga d'influence pour faire quelque chose de véritablement neuf. Donc ces édifices publics, parce que ce sont tous des édifices publics, se doivent d'être monumentaux. On a par exemple la porte de Brandebourg à Berlin, où là il y a une nette volonté de surpasser les arcs de triomphe de Rome. Elle est créée déjà, elle est déjà beaucoup plus aérienne, grâce à ces colonnes doriques qui sont assez, bien que massives, elles sont assez élancées. Et il y a 5 portes au lieu de normalement 3, voire 4. En dernier exemple, il y a la salle des menus plaisirs à Versailles, qui n'existe plus aujourd'hui parce que c'était un décor en carton-pâte qui a été aménagé spécialement pour l'Assemblée des États généraux de 1789, qui ont véritablement vu naître la Révolution. Donc, c'est une mise en scène du roi par le grand style, avec ces colonnes ici doriques assez massives, quasi viriles en fait, presque phalliques, qui par un jeu de perspective encadrent le roi qui est encore de nouveau encadré par 2 colonnes, afin justement de montrer cette puissance par quelque chose de très rigoureux. On peut dire que ça n'a pas vraiment marché du coup. Donc par le décorum, on cherche à en imposer. Donc Willibald Kempmann, un Allemand luthérien, est considéré un peu comme le papa du néoclassicisme. Il est né en 17, assassiné en 68, et il voue sa vie véritablement à l'archéologie, avec une culture qui est essentiellement livresque, qui n'est pas issue d'originaux, c'est surtout des gravures dans des recueils qu'il a pu lire, ou même des copies en plâtre, des moulages qu'on pratiquait directement sur les sculptures. Et il commence à écrire en 1955 de façon anonyme, et il publie son véritable livre, L'histoire de l'art chez les anciens, en 1764, où il établit des analyses stylistiques de sculptures antiques. Et il référence celles qui méritent de servir de modèle. Et ça sert à établir une beauté qui soit idéale et universelle. Et ce, sans distinction de sexe. Il écrit d'ailleurs, comme la beauté humaine doit être conçue en une seule idée générale, j'ai remarqué que seuls ceux qui ne sont attentifs qu'aux seules beautés du sexe féminin et qui ne sont guère émus par celle d'une autre, ont rarement la faculté de ressentir la beauté en art. Pour toi, ça, Armel. Tu fais que des femmes. Cette beauté leur semblera imparfaite dans l'art des Grecs, vu que les plus grandes beautés de celui-ci relèvent davantage de notre sexe que de l'autre. Donc comprenez que la beauté appartient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc il adore des œuvres célèbres comme justement le Torse du Belvédère qu'on a déjà vu, le Gladiateur Borghese, qui a un mouvement absolument génial, l'Apollon du Belvédère, le Laocoon, Niobé et ses filles. Donc il s'accroche essentiellement à des œuvres qui montrent une noblesse, une certaine noblesse dans la pose. Et aussi une certaine retenue, et surtout dans la souffrance. Donc le Laocoon fait partie de cet idéal de mort digne. Il y voit une sorte de retenue dans la peur et dans l'agonie, alors qu'il est en train de se débattre contre le serpent qui est en train d'essayer de l'étouffer. Donc on ne doit pas avoir la mort, on doit juste la deviner. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la statuaire Niobé et ses filles, qui fait partie d'un groupe qui est beaucoup plus important, parce qu'il y a d'autres statues qui sont séparées de l'ensemble, mais qui font partie de ça. Les statues forment un groupe. Donc Niobé était reine de Thèbes, et elle se vantait que ses enfants étaient les plus beaux et les plus fertiles. Elle s'en vantait à qui voulait l'entendre. Alors évidemment, les dieux finissent par prendre ça comme un affront, et ils la punissent en massacrant ses enfants sous ses yeux, à coups de flèche. Donc là, vous voyez Niobé, justement, qui tente de sauver sa plus jeune fille.
alors que les autres se font littéralement massacrer. Donc les modèles de Winckelmann, cet allemand-là, sont essentiellement grecs. Il cite extrêmement peu de sculptures romaines, excepté pour pointer la médiocrité de celles qui se trouvent sur les arcs de triomphe, ce qui se discute, hein, mais... Donc pour lui, en fait, l'art romain n'existe pas, ce qui est totalement faux. Toutes les œuvres qui se trouvent à Rome ont été importées de Grèce. Et il va jusqu'à dire que les bustes d'empereurs romains qui sont beaucoup plus tardifs ont été réalisés par des sculpteurs grecs expatriés, ce qui est totalement faux. Il y avait de très très bons sculpteurs en Italie. Donc il aime aussi une certaine simplicité, il faut suggérer beaucoup avec peu, pour reprendre ses mots. Il préfère donc les corps de jeunes adultes avec des poses un peu sinueuses, voire même dans un état de langueur ou de faiblesse amoureuse, ce qui rejette de facto les lignes qui sont inscrites dans des cercles avec un dos courbé. Pour lui, en fait, la beauté, elle est caractérisée par les lignes, donc ça induit un point de vue privilégié. Si vous vous redressez, vous êtes tenté de voir la statue de face. Donc c'est le cas par exemple ici avec l'Antinous et la Vénus Médicis. En fait, vous les voyez tels qu'on doit les voir. Évidemment, vous pouvez tourner autour, hein, le dos et les fesses sont très très bien travaillés, mais c'est ainsi que vous devez les découvrir pour la première fois. Donc le parfait exemple, c'est évidemment l'Apollon du Belvédère. On retrouve cette frontalité, cette verticalité, une musculature qui est svelte, un léger déhanché qui est marqué, un léger désaxement en fait du bassin qui est marqué par la jambe droite qui est en avant et du coup la gauche qui se trouve en arrière. Donc, ça permet d'assouplir la pose. Il n'est pas planté sur ses deux pieds raide comme un bâton. Il est nu aussi, la nudité est assez importante, elle est affirmée, mais elle ne gêne pas. Parce que déjà c'est un colosse, hein, il fait plus de 2 mètres de haut, et en plus de ça, à Rome, il est exposé sur un podium. Donc, ce qui fait que les pieds vous arrivent à peu près à cette hauteur-là. Donc en fait, quand vous le regardez, vous voyez d'abord les jambes, et vous remontez. Mais du fait que la tête soit pivotée, ça évacue notre regard ça évacue en fait notre regard vers l'extérieur. Donc on ne se sent pas voyeur en le regardant. Absolument pas. Et en plus de ça, c'est un Apollon, c'est un dieu. Il est loin des mortels, il ne les regarde pas, les misérables insectes. Donc, l'Apollon du Belvédère est un exemple qui est totalement parfait, qui sert énormément de modèle, si bien à des artistes comme l'italien Canova et Thorvaldsen, qui s'en inspirent. Par exemple, pour le jason, Thorvaldsen, c'est un peu le bon petit soldat. Il suit les préceptes de Winckelmann totalement à la lettre, avec une pose noble et très grave, avec une figure bien droite. On retrouve aussi ce déhanché, la nudité, la musculature, etc. Mais Canova est déjà beaucoup plus libre dans son style, avec une composition qui est beaucoup plus audacieuse. Les bras sont déjà beaucoup plus loin du corps que celui de Thorvaldsen, ce qui pose un problème d'équilibre, évidemment, parce que le but d'une statue, c'est quand même que ça tienne debout. Et la pose, en fait, elle est tendue en avant, elle est beaucoup plus élastique, ce qui crée un espèce de jeu de déséquilibre. Donc on le voit véritablement, en fait, se déplacer. Déjà, il est beaucoup plus semble beaucoup plus victorieux, et c'est comme si la statue allait basculer en avant. Mais d'un point de vue, en fait, de la gravité, le poids, en fait, la principale accroche, ce ne sont pas les jambes, ce sont le tissu. Même si ça donne une impression justement de mou. Il ne faut pas oublier que c'est du marbre, c'est rigide. Donc la nudité, elle est extrêmement importante. La question, elle est assez ancienne, hein, elle date de l'époque du bronze en Grèce, vers 800 avant Jésus-Christ, qui a été récupérée plus tard par les Romains. Elle correspond à deux choses. Déjà, une célébration du corps. On participe aux Jeux Olympiques nus, parce que le corps humain est considéré comme parfait, avec toujours ce jeu de proportions qui sont elles-mêmes parfaites. Donc ça inclut une divinisation, parce que si le nu est un idéal de beauté, de perfection, les dieux qui sont parfaits ne peuvent qu'être nus. Hein.
Donc nudité et divinité deviennent quasiment synonymes, si bien que quand les empereurs romains commencent à être divinisés à leur mort, après l'apothéose, ils deviennent des dieux, ils héritent de cette représentation. Alors ils sont bien évidemment pas toujours représentés nus, simplement, uniquement quand l'aspect divin veut être mis en avant, comme une statue de culte, par exemple. Et ça a perduré, ça a été récupéré par Henri IV, par exemple, qui est mort en 1610, la même année que Caravage, où Henri IV se faisait représenter en divers dieux, hein, donc on peut le voir en Hercule, on peut le voir en Zeus, et puis sa femme Marie de Médicis en Héra, voilà. Et on récupère un peu ça, parce qu'il avait été commandé à Napoléon en Mars, donc Mars, hein, dieu de la guerre, à Canova. Donc l'idée, en fait, ici, est de rendre Napoléon immortel. Et il y a un net parallèle avec les empereurs romains. Alors pour la petite histoire, quand Napoléon a découvert cette statue de 3,40 m de haut, c'est quand même assez imposant, il n'a pas du tout aimé. Alors déjà, c'est pas forcément évident de se voir à Walp sur un format aussi gigantesque. Mais il y a aussi une chose, c'est que il ne voulait pas être divinisé, parce que ça faisait déjà beaucoup trop ancien régime. Napoléon se considérait comme un fils de la Révolution. Il prend le pouvoir tout de suite après, hein, juste après la Terreur. Donc il ne voulait pas justement de cette représentation. Et la statue, quand elle est dévoilée, en fait, il ne l'aime pas, il la fait mettre dans un coin au Louvre, et il fait monter des cloisons tout autour de manière à ce que plus personne ne la voie. Donc Canova est un peu vexé quand même, il essaie de la récupérer, il essaie de la racheter, mais il n'y arrive pas. Et quand les 100 jours où Napoléon revient en France et que effectivement là il est définitivement défait et envoyé à Sainte-Hélène, les ennemis de Napoléon qui lui vouaient quand même une admiration, parce qu'il n'y a qu'en France que Napoléon n'est pas apprécié, sinon il est adulé partout dans le monde. Mais les ennemis de Napoléon récupèrent quasiment toutes les œuvres que Canova ou que d'autres artistes ont réalisées pour lui. Canova, qui était un artiste célèbre et qui était toujours vivant, extrêmement coté. Ils achètent, ils récupèrent toutes ces statues, donc ce qui vient que toutes les œuvres de Canova pour Napoléon ne se trouvent aujourd'hui plus en France. Donc celle-là est à Londres. Si bien que quand elles ont été emmenées, vous imaginez bien qu'on ne peut pas démonter une statue comme ça, c'est un seul bloc. Donc du coup, ils l'ont roulé dans de la paille et on pouvait voir Napoléon littéralement rouler hors du Louvre pour être monté sur les chariots et être emmené en outre-Manche. Il y a aussi la question du Voltaire nu, où Pigalle le représente dénudé avec une chlamyde, ce vêtement grec qui était réservé dans l'Antiquité aux hommes, avec une représentation très naturaliste de la vieillesse, avec ses chairs qui tombent, cette maigreur aussi. Bon, bien évidemment, il y a eu scandale. Quand elle a été dévoilée, ça fait un tollé. Mais la statue a quand même plusieurs sens intéressants. C'est déjà une représentation assez classique des philosophes antiques. Pigalle, en fait, rapproche Voltaire à des philosophes antiques comme Platon, comme Socrate, comme Aristote. Et la vieillesse renvoie à la sagesse, la chlamyde, bien évidemment, au peuple grec, et la nudité à la postérité. Parce que l'absence de vêtements nous empêche de connaître l'époque. Vous datez une personne d'après ses habits. Et donc du coup, comme on ne peut plus dater ce personnage, il n'appartient plus à son époque, il appartient à l'histoire, il appartient à la postérité. Alors après la Révolution, les armées révolutionnaires envahissent les pays voisins pour étendre les idées de la Révolution et de la liberté, on croirait des Américains aujourd'hui. Le traité de Tolentino en 1797 marque la paix entre la France de la Première République et les États pontificaux. Et de très nombreuses œuvres antiques sont prises comme tribut de guerre. L'Italie est littéralement pillée. Et sont pris tous les antiques qui ont été vus précédemment, dont la Vénus Médicis, et à Florence, elle était quasiment un symbole national, quoi. Les Florentins, oui, y étaient extrêmement attachés. Et sa perte a été une véritable tragédie. On demande donc à Canova d'en réaliser une copie, pour combler un petit peu le manque, si vous voulez. Donc Canova commence, et comme c'était un type qui faisait plus ou moins, il faisait rien comme les autres,
il commence, mais au fur et à mesure qu'il élabore le projet, il finit par décider en fait qu'il n'y aura pas de copie du tout. Et il fait totalement autre chose. Donc là, pour le coup, la Médicis n'est pas la seule inspiration. Hein. Il prend un autre antique qui s'appelle la Vénus Callipyge. On l'appelle la Vénus aux belles fesses. Je vous laisse juger. Donc là, pour le coup, Canova en fait réalise une véritable Vénus pudique. Une Vénus pudique, c'est un terme qui désigne une Vénus sortant du bain. Elle vient de se laver. D'ailleurs, on voit son petit coffret ici pour ses huiles. Et quand elle sort du bain, elle a peur d'être vue nue. Donc du coup, elle se cache les seins et l'entrejambe. Mais le visage est tourné, et donc ce qui évacue le regard de l'extérieur, on ne se sent pas pudique, etc. C'est toujours le même principe. Mais Canova change vraiment la pose. Elle est beaucoup moins artificielle en fait. Elle se couvre vraiment comme le ferait une véritable femme en fait. Donc il sera dit que la Vénus Médicis était une très belle déesse, mais celle de Canova est une très belle femme. Donc elle change, en changeant la pose, il change plus ou moins le sens. Donc vous voyez qu'on s'inspire des choses, mais on change quand même, on innove. Donc certains cherchent une véritable volupté, parce que la sculpture mobilise les sens, beaucoup plus que la peinture à mon avis. Ça tient du fait de la troisième dimension, que la peinture ne peut que s'évertuer à imiter. C'est une imitation de la troisième dimension, alors qu'une statue, on peut tourner autour. Je suis content, Fifi. Et une des sculptures les plus sensuelles de l'époque, c'est l'Hiver, qu'on appelle aussi la frileuse de Jean-Antoine Houdon, qui a peut-être servi d'ailleurs d'inspiration pour la Vénus de Canova, pour les fesses. Donc elle représente une allégorie de l'hiver sous la forme d'une jeune femme à moitié nue et frigorifiée. Elle serait déjà entièrement nue, elle serait beaucoup moins sensuelle parce que la présence du vêtement dans la partie haute accentue justement la nudité des jambes et des fesses. Et cette statue transpire une véritable sensualité et aussi une véritable fragilité. Déjà à cause du mouvement qui est un peu maladroit, un peu gauche, qui est marqué par ses genoux là, qui s'entrechoquent dans le mouvement, le dos courbé. Le dos courbé traduit toujours un mal-être. Quand on n'est pas bien, quand on se sent mal, on courbe, on plie les chines. Alors que lorsque l'on est heureux, justement, on explose. On retrouve aussi ses bras resserrés sur la poitrine, et elle donne véritablement envie de la réchauffer, en fait. Hein. Et il n'y a pas de point de vue du fait qu'elle se courbe le dos, elle s'inscrit dans un cercle, et il n'y a pas de point de vue privilégié. Il faut tourner autour. Et le verso laisse découvrir des fesses qui sont absolument splendides. Et tout le caractère érotique, en plus, est confirmé par le visage. Parce que là, vous avez la version en bronze, mais sur la version en marbre, on note un petit sourire qui est totalement incongru si on considère que c'est une allégorie de l'hiver avec une jeune femme frigorifiée. Donc elle était tellement érotique qu'elle a été refusée au Salon du Louvre, sous prétexte qu'elle donne envie de toucher. Donc en peinture, il n'y a pas vraiment de modèle antique, hein, parce que tout a disparu depuis bien longtemps. La peinture antique n'était pas si différente de celle d'aujourd'hui, ça se passait plus ou moins sur des châssis un peu comme ça, quoi. Et tout a pourri depuis bien longtemps, exception faite de Pompéi et d'Herculanum, qui ont été découverts en 1690, et c'est seulement à partir de 1750 qu'il y a une véritable prise de conscience. On se rend compte qu'en fait ce sont des villes et pas un groupement plus ou moins plus rassemblé, plus proche que d'accoutumée, de grosses villas. Mais il faut quand même garder une certaine réserve sur les influences de Pompéi et d'Herculanum, déjà dans un premier temps, parce que Naples, ces deux cités, antiques cités, qui se trouvaient sur le territoire de Naples, la ville était extrêmement protectrice sur les vestiges qui se trouvaient sur son territoire. Et elle voulait garder une sorte de monopole. Et en fait, l'engouement vient surtout du peu d'infos qui arrivaient à filtrer, essentiellement issus de témoignages de deuxième, voire même de troisième main, qui exagéraient énormément l'ampleur des découvertes. Et en fin de compte, c'est une déception.
Parce que les peintures antiques qui n'avaient jamais été découvertes, qui étaient fantasmées pendant des siècles, quand elles sont enfin découvertes grâce aux fresques conservées sous la cendre, elles sont jugées comme manquant de perspective, comme manquant de modelé, le mouvement est bâclé, on a l'impression qu'ils ne bougent pas, qu'ils sont figés comme des statues. En fait, en bref, c'est pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait. Mais on s'inspire quand même pour des décorations intérieures des demeures. Donc là, vous avez un décor du style candélabre, donc le troisième style, si je me rappelle bien de mes cours. Et David, par exemple, on récupère des éléments pour le mobilier. Donc par exemple, vous avez ces espèces de candélabres, des porte-bougies en fait, qui sont repris. Et c'est repris par exemple pour la mode empire, que l'on retrouve ici avec Juliette Récamier, qui a été une des premières à s'habiller à la grecque, à avoir un mobilier je dirais néo-antique, qui reprend l'Antiquité, mais vraiment pour le coup. Donc, du coup, les peintres sont un peu obligés de s'orienter vers la Renaissance, donc Raphaël, Michel-Ange, et puis les artistes classiques du XVIIe avec Nicolas Poussin. Et Winckelmann estimait beaucoup Raphaël et Michel-Ange. Et l'application immédiate justement de ces artistes de la Renaissance, ça tient d'un autre Raphaël Mengs, pour lui est véritablement néoclassique, et il peint en fait le Parnasse, qui représente donc Apollon, le dieu de tous les arts, avec la déesse de la mémoire, et puis toutes ses filles tout autour, que sont les muses. Donc là on peut voir par exemple la tragédie, là il y a l'astrologie, la danse, la musique, ça doit être la poésie. Donc enfin bref. Donc Winckelmann a une véritable importance en fait sur ce projet de fresque, parce qu'il était collectionné. La fresque a été peinte pour le cardinal Albani à Rome, et c'était un collectionneur d'antiques justement. Et Winckelmann était son conseiller et son conservateur, et il supervise les travaux. Donc du coup il leur file tout ça à son petit protégé, et donc sous l'impulsion de Winckelmann, Mengs s'inspire de Raphaël, en particulier le Parnasse de Raphaël de la Renaissance, mais il prend quand même un certain contre-pied par rapport à son modèle, déjà par le refus de la profondeur, qui est marqué par la proximité de la végétation là en fond, parce que ça bouche le regard ne peut pas... Vous voyez ici, les arbres déjà sont beaucoup plus aérés, et le fait que la végétation soit touffue, ça bloque le regard, et ça nous ramène vers la scène principale. On appelle ça une figure repoussoire. Et cette végétation a été inspirée justement des fresques pompéiennes, qui imitaient en trompe-l'œil justement des jardins luxuriants, avec des animaux, avec des fleurs, des plantes de toute variété. Et il leur donne, et en plus de ça, il donne véritablement à ces personnages des apparences de statues. On voit bien que l'Apollon, là, au centre, il a pas l'air de bouger, quoi. Un peu, justement, comme les figures sur les fresques pompéiennes. Et c'est pas spécialement déconnant, parce que la maison dans laquelle, la villa dans laquelle est faite cette fresque était justement pour accueillir la collection d'antiques du cardinal. Donc du coup, Mengs réalise plutôt un décor qui est plutôt tiré de l'Antiquité que néoclassique. Et en plus de ça, les styles néoclassiques ils n'existaient pas encore. Mais ça vous montre vraiment la réflexion qu'il pouvait y avoir et cette sorte de gestation. Alors l'influence de Nicolas Poussin est absolument gigantesque, surtout en France, ce qui n'est pas spécialement surprenant, parce que déjà Poussin a été un peintre français, le plus français de tous les Romains, et c'était un peintre classique sous Louis XIII et Louis XIV. Justement, c'est ce style classique que l'on veut retirer, que l'on veut repêcher, et donc du coup on récupère Poussin comme une référence. Donc Greuze, par exemple, un artiste de scène de genre qui s'essaye au néoclassicisme au tout début du style, peint ce tableau qui est purement néoclassique. Donc il garde la disposition générale, mais beaucoup plus simplifiée, de la mort de Germanicus de Nicolas Poussin, justement. Et en plus de ça, c'est un sujet historique qui est assez innovant, qui est issu d'une très très grande recherche pour ce qui est du mobilier, pour ce qui est des tenues, des portraits, et parce que Greuze s'est tenu aux portraits sculptés, avérés, des empereurs de l'époque.
Et il réduit au maximum le nombre de personnages, et en plus de ça, le tableau est régi selon des principes géométriques extrêmement stricts. Il n'y a pas de diagonale en fait, il n'y a que des verticales et des horizontales, avec un rapport qui est assez intéressant quand même aux couleurs. Parce que le tableau est assez coloré, il est assez lumineux, ce qui est aussi un point de vue du néoclassicisme. On évite les clairs-obscurs. Avec cette fascination de la ligne, avec les traits, par exemple le contour des personnages, des figures, du mobilier, se doit d'être très très net. Il y a aussi Perron, le grand rival de David, qui ne recrache pas non plus, lui, par contre, sur les clairs-obscurs. Donc les artistes en font un peu qu'à leur tête. Perron était assez cultivé aussi. Et il s'est vanté pour ce tableau-là, les funérailles de Miltiade, d'avoir inventé un sujet nouveau, ce qui est vrai, qui est issu en plus de ça d'une source historique assez rare. Miltiade, en fait, était un stratège athénien, et il gagne la bataille de Marathon en 490 avant Jésus-Christ contre l'Empire perse, mais à son retour victorieux d'Athènes, il est emprisonné de façon totalement injuste et il meurt en prison. Et son fils choisit de prendre sa place pour finir sa peine, et ce qui permet à son père en fait, d'être inhumé selon les rites et que sa mémoire soit sauve. Donc on retrouve aussi cet exemple, ce fameux exemple, cet exemplum virtutis chez Perron, parce que le fils se sacrifie pour la mémoire du père. Et pour le coup, le tableau est un peu plus inspiré du testament de Damidas de Poussin. Alors du coup, là, moi, je vais boire un coup, parce que, avant de passer à la deuxième partie, parce que je commence à avoir assez soif. Ouais. Donc, le sublime. Alors, ça n'a pas du tout le même sens qu'on lui connaît, c'est pas quelque chose de beau, c'est même tout l'inverse. Ça a été développé par un Anglais, qui s'appelle Burke, en 1757, et il publie un livre qui s'appelle Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du beau et du sublime, et il y constate que certaines émotions sont plus fortes que d'autres. Et il s'agit, toutes ces émotions plus fortes touchent à la douleur, qu'elle soit physique ou bien morale, la peur, la maladie, tout ça inspire comme un sentiment d'horreur, et toutes ces émotions se rapportent en fait à notre instinct de survie, qui inspire une crainte de la mort. Et donc tout ça appartient au champ du sublime. Il appelle aussi délice ou douleur positive toute sensation sublime par procuration. Donc le délice, c'est une sorte de peur ou de douleur éloignée qui ne nous touche pas directement. Donc le délice est en quelque sorte une source de plaisir. C'est ce qui se passe par exemple quand on va regarder un film d'horreur. Le film inspire la crainte, mais c'est une crainte indirecte parce qu'on n'est pas en danger. C'est une crainte immersive. Et on y trouve plaisir à le regarder parce que sinon on ne le ferait pas, quoi. Et si le film est véritablement insoutenable pour nous, ce délice se change en une véritable souffrance pour le coup, ce qui provoque une réaction de fuite parce qu'on fuit la douleur. Donc du coup on éteint la télé. Cependant, le fait que ce soit une fiction atténue, le fait de savoir que c'est une fiction atténue cet effet de délice. C'est pour cette raison que les images qui sont atroces, comme on peut voir aux images du 20h, sont plus difficilement soutenables, parce qu'on sait que c'est réel, mais on y trouve quand même une certaine forme de plaisir, parce que sinon on ne les regarderait pas, on est totalement fasciné face à ça. Et on n'est pas concerné directement, en plus. Donc qu'est-ce qui est source de sublime? Vous allez voir, c'est extrêmement concret. Déjà, il y a l'obscurité. Parce que la lumière mène à prendre connaissance du danger, ce qui permet de l'évaluer. L'ignorance mène souvent à une peur qui est irrationnelle. En peinture, ça se traduirait plutôt par un clair-obscur, des toiles très sombres avec des contrastes de lumière. Il y a aussi la puissance, sous toutes ses formes, parce qu'elle exerce sur nous des forces contre lesquelles on ne peut rien. Cette puissance se doit d'être incontrôlable. Parce que si elle l'est, elle devient un outil. On ne la craint plus, elle perd son sublime. Donc on a peur de ce qui est incontrôlable. On peut par exemple penser à une tempête, à un dictateur, on peut penser même carrément à Dieu, qui est tout puissant, il a créé la vie, mais en même temps il peut la prendre. Il y a aussi toutes les privations, la solitude, la solitude extrême, le vide, les ténèbres, le silence, toutes les formes de grandeur, spécialement ce qui s'étire en hauteur,
La grandeur peut être en plan, hein, ça peut être de la longueur, mais en fait, on perçoit le monde de façon verticale, parce que notre corps lui-même est vertical. Donc ça a une influence sur notre perception de ce qui nous entoure. Ce qui fait qu'une tour extrêmement grande aura beaucoup plus d'influence sur nous qu'un très très long couloir. L'infini aussi, mais il n'est pas possible de se représenter l'infini, que ce soit en peinture, en sculpture ou même en architecture, ne serait-ce qu'en esprit. Mais par contre, on peut en donner l'impression. C'est ce que Burke appelle l'infini artificiel. Et ça passe par l'uniformité et la répétition. Vous prenez, par exemple, qu'est-ce que je peux sortir comme exemple Vous prenez voilà, 2 miroirs que vous placez l'un en face de l'autre. Les miroirs vont se refléter. Et vous allez voir dans chacun des reflets les bordures de ces miroirs. Eh bien, la répétition et l'uniformité de cette répétition qui va décroissant crée justement un effet d'infini. Il faut aussi une absence de couleurs vives, donc pas de couleurs, hein, parce que les couleurs gaies comme le rouge, le bleu, le vert appartiennent plutôt à la beauté, qui va contre les effets de sublime. Il y a aussi certains traits de caractère humain, ces fameux exemples de vertus, les vertus fortes, la fermeté, la sagesse, la justice, l'honneur. Ce sont des vertus qui mènent très très rarement au bonheur et qui sont plutôt une source de souffrance, justement. Ce qui s'oppose de ce fait aux vertus douces, comme la bonté, la compassion, la libéralité. Et en soi-même, hein, ces vertus fortes sont des fondements du néoclassicisme, que l'on retrouve justement dans les toiles de David. Donc vous voyez déjà un petit peu où est-ce que je veux en venir. Et Diderot connaissait bien évidemment Burke, hein, il y voyait le sublime de Burke dans les scènes de naufrage de Vernet, où déjà l'océan donne cet effet d'infini artificiel, parce qu'on n'en voit pas le bout. Enfin, l'océan a forcément un bout, mais on ne le voit pas à cause justement de la courbure de la Terre. Et même calme, l'océan en impose. Et lors des tempêtes, sa puissance est totalement terrifiante, il suffit de regarder l'actualité hein, pour le comprendre. Et là, on y voit les marins qui sont en train de lutter pour leur vie, avec ce ciel qui est complètement déchaîné, avec cet éclair, là, justement, couleur de feu, qui dessine un contraste de lumière avec le ciel qui est gris. Et c'est une scène qui est vraiment terrible, elle est pleine de terreur, on éprouve un certain délice à la regarder justement, mais en même temps on ne voudrait pas y être. Donc la meilleure application de Burke, ça reste Fuseli, un Suisse d'origine qui a pas mal baroudé en Europe. Il est resté 7 ans à Rome à partir dans les années 80. Et ensuite il part dans les années 70, pardon, et ensuite il s'installe en Angleterre. Et il recherche le sublime en fait par la simplicité des faits. Là, par exemple, vous avez ce premier tableau illustre toutes les formes de sublime qui sont liées justement à la privation. Donc on retrouve les ténèbres par le clair-obscur, la solitude par cette pose qui est extrêmement renfermée. Vous voyez bien que quand je vous disais qu'on plie les épaules, on plie les chines quand on se sent pas bien, là c'est une application qui est quand même qui est assez littérale. Il y a aussi le vide, hein, parce qu'elle repose, on a l'impression qu'elle repose sur rien. Il n'y a pas de couleur, il y a des teintes grises, ce qui donne cet aspect un peu fantomatique à cette fille. Moi, ce tableau, il me fait penser à L'Exorciste, le film. Je ne sais pas pourquoi. Mais il nous manque quand même le silence. Mais Fuseli l'apporte dans le titre. Et en fait, Fuseli traite essentiellement des thèmes en lien avec le théâtre anglais, et Burke s'y réfère énormément, essentiellement le paradis perdu de Milton. Là, par exemple, vous avez Les Trois Sorcières, qui est un tableau tiré d'un passage de Macbeth de Shakespeare. Où pendant un orage et après une bataille, c'est au tout début de la pièce, les sorcières vont saluer Macbeth pour lui faire une prophétie, comme quoi il deviendra roi. Et on peut lire dans la pièce: Vivez-vous, êtes-vous des êtres que l'on puisse interroger? Il semble que vous me comprenez, car vous posez ensemble un doigt maigre et hideux sur vos lèvres sans chair. Toutes trois, vous seriez des femmes à votre air, vos barbes cependant m'empêchent de le croire. Ah, j'ai perdu mes notes. Ça arrive. Sublime. C'est pas ça. J'y suis.
Non. Si. Oui, je suis. Et en fait, le sublime, l'effet est vraiment génial, parce que sur ce tableau, l'effet de sublime est créé vraiment par le centrage sur ces femmes, avec un effet justement de répétition par les trois bras, ces trois figures qui se superposent et qui font toutes le même geste, et avec le cadrage qui est extrêmement resserré sur elle, un cadrage quasi cinématographique en fait, qu'on pourrait voir au cinéma. Et on ne voit pas Macbeth et ses hommes et son escorte, c'est pourtant un des hommes de Macbeth qui parle et qui nous offre une description de ce qu'elles font. Et ça place en fait le spectateur de la toile un peu comme le lecteur de la pièce qui imagine la scène comme quand on lit un livre et qui permet de transcrire vraiment la peur des personnages. Son chef-d'œuvre, c'est le cauchemar, où on y voit une femme endormie aux prises avec un cauchemar, qui prend la forme d'un démon qui est posé de façon très posante sur son ventre. Et ce démon-là, c'est un Marat, un démon en marge du christianisme à la fin du Moyen-Âge, qui venait perturber une créature libidineuse avec un appétit féroce, qui venait perturber avec ça les rêves des jeunes filles virginales. Et le fait qu'il regarde le spectateur offre un sentiment assez malsain, parce que c'est une créature qui est véritablement libidineuse. Et on voit sa monture, là, cette espèce de cheval zarbi qui passe sa tête par le tissu pourpre, avec ses yeux ses yeux vitreux, en fait, très blancs, donne vraiment un sentiment de malaise au tableau. Et en plus, on pensait au XVIIIe siècle que dormir sur le ventre provoquait justement ces mauvais rêves. Et le vêtement blanc, bien évidemment, renvoie à la virginité. Et alors, Fuseli en a peint plusieurs versions. Ça, c'est la version de Détroit. Enfin, je pense que, je ne sais pas si elle s'y trouve encore, vu l'état de la ville. De toute façon, il est probable que le musée l'ait vendue. Au verso donc, de celle qui est possiblement encore à Détroit, on y trouve le portrait d'une femme, derrière le tableau, qui est possiblement Anna Landottle. Et en fait, c'était l'amour de contrarié de Fuseli. Et le père de la jeune femme avait refusé sa main. Et en fait, il y a une théorie comme quoi le cauchemar exprimerait justement la frustration du peintre qui n'aurait pas pu se marier avec celle qu'il aime. Alors il y a un autre artiste, William Blake, un artiste graveur enlumineur et aquarelliste qui bouleverse un peu les notions de beau et de sublime de Burke, parce que chez lui la beauté n'est pas quelque chose de petit, c'est pas quelque chose de forcément doux, mais sa beauté à lui elle est grande et elle est exubérante. Donc de ce fait, par cette notion de grandeur, elle se mêle au sublime. Et donc le sublime en devient coloré. Et ce sublime est non pas fondé sur une terreur, ou une peur ou une douleur, mais plutôt sur le désespoir. Et il s'intéresse surtout à des thèmes religieux, comme le paradis, l'enfer, le purgatoire. Et il réalise un thème biblique qui est Nabuchodonosor. Donc c'est une scène qui est tirée du livre de Daniel. C'était un roi de Mésopotamie qui un jour a eu un rêve, il avait la folie des grandeurs, et un jour il a un rêve, il n'arrive pas à l'interpréter, il fait venir les plus grands spécialistes, les plus grands prêtres, tous sèchent sur la question, et il demande à Daniel, en dernier recours, de l'interpréter. Et Daniel lui dit que l'Éternel, Dieu, finira par le punir pour sa démesure, justement. Et donc la prophétie, bien évidemment, se réalise un beau jour. Et le roi finit par perdre la raison, il est chassé par les hommes, et il termine à manger l'herbe comme les bœufs, totalement nus dans les prés. En fait, c'est la sentence divine qui s'applique ici, cette puissance absolue qui provoque un désespoir que Blake marque sur le visage. C'est pas forcément un visage de folie que l'on voit, c'est plutôt du désespoir, mais avec une façon qui est déjà beaucoup plus colorée. Alors pour enchaîner avec cette dernière partie, l'art antique, je dirais déjà, est en soi, l'art antique déjà est en soi déchirant. Parce qu'il y a un sentiment de dépassement face aux vestiges, une idée de grandeur perdue, si vous voulez.
comme si aucun artiste n'arrivera jamais à les surpasser. Et à son départ de Rome, Fuseli réalise cette magnifique sanguine où on retrouve ce déchirement du départ. Parce que Rome était véritablement, il s'en est toujours plus ou moins, mais c'était un véritable musée à ciel ouvert. Et les artistes éprouvaient toujours une certaine souffrance du départ. Et en même temps, même bien des années après, il en ressortait toujours de la mélancolie. Donc l'antique, en soi, fait éprouver une véritable souffrance. Et en architecture, il y a une notion qui est extrêmement importante à cette époque. La fonction du bâtiment doit être identifiable à son plan, à la répartition des pièces et à l'aspect de sa façade. On parle d'architecture parlante, parce que le bâtiment nous dit ce qu'il est, directement. Par exemple, là, le Doubs imagine une maison de plaisir, un bordel en somme. Ouais, c'est une peur. Donc le Doubs était un graveur de formation et sa carrière l'emmène essentiellement vers l'architecture. Il était déjà très marqué par Palladio et puis ses plans centrés. Et en 1976, on lui commande un complexe extrêmement important, c'est la salle de Chaux, aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en fait, cet ensemble était destiné, c'était une sorte d'usine, si vous voulez, qui était destinée à fabriquer du sel et de la saumure, ressources extrêmement chères, très très taxées et très recherchées aussi. C'est bien que si vous pouviez, pas forcément payer en or, mais vous pouviez payer en sel. Ça fonctionnait comme une monnaie, quoi. Et c'était extrêmement, vous voyez bien, pour saler la viande, la conservation, c'était extrêmement important. Et il conçoit un peu tout cet ensemble comme une ville idéale en arc de cercle qui est conçu pour fonctionner de façon autonome. Par exemple, si vous aviez besoin de pain, vous n'aviez pas à sortir, de toute façon, c'est en pleine cambrousse, vous n'aviez pas à sortir du complexe, vous ne pouviez pas de toute façon. Et vous y trouviez par exemple une boulangerie, vous y trouviez, si vous aviez besoin de tonneaux, il y avait un tonnelier, il y avait un ferronnier, il y avait tout ce qu'il fallait, quoi. Donc on apportait les marchandises à l'intérieur et ça fonctionnait de façon autonome. Il y avait même, par exemple, dans l'entrée, là justement, il y a même des cellules et une pièce pour le juge, parce que si jamais il y en a un qui est tenté de piquer du sel, il faut bien pouvoir faire une sentence rapide. Et avec au centre de ce rayon là, de ce diamètre, il y a la maison, le bâtiment du directeur pour toutes les questions administratives, qui est encadré par les deux manufactures qui sont là. Donc les centres de production sont plus proches de l'administration qui gère tout. Avec en face une entrée qui est très monumentale, avec ces grosses colonnes doriques très très puissantes, qui semblent surveiller l'entrée comme des sentinelles en fait, avec la maison des gardes où ils logeaient. Pour pouvoir rentrer, il fallait montrer patte blanche et avec une autorisation écrite. C'était quasiment aussi surveillé qu'une manufacture d'armes. Donc le tout, en fait, est construit selon une espèce de mini-ville tyrannique, avec au centre cette administration qui permet, en fait, d'avoir un regard à 180 degrés sur tout ce qui se passe. Donc, où que vous soyez, vous ne pouvez pas échapper au regard du directeur. Et le sublime passe par l'aspect extrêmement massif et puissant aussi de ce bâtiment, et qui inspire une crainte tout autour. Parce que vous voyez bien, ces espèces de colonnes, là, c'est tout comme lui, sauf lisse, avec cette alternance entre des cylindres et des carrés, c'est un aspect très rugueux, on n'a pas envie de passer la main dessus, et il est vraiment très très massif. Quand vous regardez la taille des personnages qui pourtant ne sont qu'à mi-chemin, ça vous donne une idée vraiment du caractère imposant de cet édifice. Avec en plus un gigantisme fait par des lignes de perspective. Il y a du gigantisme dans le néoclassicisme, on le retrouve essentiellement chez un architecte qui a très très peu construit, qui s'appelle Boulez, qui est surtout connu pour ses projets de papier. Donc ce sont des projets qui sont totalement fantasques,
qui n'ont pas pour vocation d'être construits. C'est le DAF, c'est une commémoration. Il n'y a pas de corps à l'intérieur, c'est un monument en clair, dédié à une seule personne. Et ça n'avait pas pour vocation à être construit. Hein. C'est en fait, Boulay cherche à explorer les effets de l'âme, les effets de l'architecture sur l'âme. Donc l'architecture devient quasiment philosophique en fait. Le fait de penser l'architecture comme une œuvre de l'esprit est plus important que de construire. Et dans son projet de métropole, il reprend tous les éléments de l'architecture antique et palladienne, hein, donc c'est purement néoclassique, avec ses colonnes corinthiennes, avec l'entablement, enfin, avec la voûte en caisson, enfin, il y a tout, mêlé à un gigantisme qui est complètement farfelu, parce que ça tient pas debout, hein, vous pouvez pas comprendre, vous pouvez pas construire, parce que la pierre a ses limites aussi. Quand vous construisez, par exemple, la plus haute cathédrale gothique, la hauteur de la voûte, c'est 48 mètres. Au-delà, ça s'écroule. Parce que le poids écrase la pierre et elle se détruit. Et ce projet de métropole, ouais, il reprend véritablement tout le néoclassicisme, mais aussi les éléments de Burke, en fait, avec ce gigantisme en longueur, mais surtout en hauteur. Vous voyez bien avec les personnages qui sont tout devant, là, qui sont vraiment minuscules. On retrouve cet infini artificiel par la répétition, justement, des colonnes qui donne un effet de perspective. Des contrastes d'ombre et de lumière aussi, justement, parce que pour mettre en scène des ténèbres, il faut un peu de lumière quand même, etc. Et on retrouve les mêmes principes pour le thème funéraire, où avec la forme pyramidale devient quasiment l'archétype du thème funéraire, sous ses influences égyptiennes, hein, toujours. Et de nouveau, on retrouve les principes de Burke qui sont utilisés pour véritablement sublimer la gloire du trépassé. Et la gloire devient éternelle grâce à l'architecture. Et le sublime devient alors quelque chose de tragique. Ce qui est encore mieux chez Canova, qui réalise un tombeau pour Marie-Christine d'Autriche, une archiduchesse qui avait réalisé énormément d'œuvres caritatives. Et Canova reprend la forme pyramidale, qu'il charge de plusieurs allégories. Donc on voit la bienfaisance ici, toujours en rapport avec ces œuvres caritatives, parce qu'on cherche à montrer le meilleur, hein, évidemment, du trépassé. Avec la bienfaisance ici qui aide un vieillard quasiment infirme à marcher. Il y a la vertu, là, qui rentre véritablement dans le tombeau en portant l'urne funéraire, et tout ce beau monde est relié par des espèces de guirlandes, là, et tout le monde marche sur un grand tapis, lui aussi sculpté. L'ensemble est en marbre. Et en fait, tout le tombeau résume en toute simplicité la vie d'une personne. Parce que, excepté l'inscription qui est là au-dessus de la porte, et une autre qui est ici, qui donne le nom de la défunte avec son portrait en médaillon, qu'est-ce qu'il y a finalement de la morte? Enfin, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a juste, en fin de compte, le vide de la mort, qui est symbolisé par cette grande porte béante et noire, avec tout ce beau monde, toute cette procession qui avance lentement, avec un rythme très lent qui est marqué par l'alternance des tailles petit, grand, petit, et qui rentre vraiment dans le tombeau. En fait, il n'y a pas grand-chose du défunt, il y a juste ceux qui restent et qui pleurent, un être disparu, il ne reste que la souffrance en fait. Alors pour la puissance excessive, déjà, qui de mieux pour illustrer la puissance humaine que Hercule, qui a toujours été synonyme de puissance et de force, mais attention, c'est pas la brute épaisse complètement débile, non, Hercule c'est celui qui est capable de faire le choix entre la vertu et le vice, qui fait fonctionner sa cervelle justement pour accomplir ses 12 travaux, et la statue, elle montre la fin d'Hercule, sa mort. En fait, il devait passer une rivière avec sa femme, Déjanire, mais Hercule pouvait passer la rivière, mais pas avec Déjanire sur le dos. Et déboule un centaure quasiment partout, de nulle part, qui faisait traverser les gens. Donc il propose à Hercule de faire traverser sa femme. Bon, Hercule n'a pas vraiment apprécié la façon dont il s'y est pris, il a essayé de la violer. Donc du coup, Hercule tire de son carquois une de ses flèches, empoisonnée du poison de l'hydre de Lerne, vous savez, l'espèce de bestiole avec les têtes qui repoussent quand on les lui coupe.
Donc il enduit de poison et il décoche une flèche au centaure. Sauf que le centaure ne meurt pas tout de suite et il a le temps en fait de mentir à sa femme, et en même temps elle n'est pas très futée non plus, en lui disant que son sang qui s'écoule de la plaie qui est empoisonnée, hein, du coup, est un filtre d'amour, et que le jour où l'amour de son mari s'en ira, elle aura juste à enduire sa tunique avec son sang et l'amour lui reviendra. Alors le jour fatidique arrive, hein, et c'est Lycas, leur serviteur, qui apporte la tunique empoisonnée. Et quand Hercule l'enfile, la tunique lui colle à la peau et le poison lui brûle la chair. Sauf que en voulant la retirer, la peau s'arrache en lambeaux avec. Et fou de souffrance, fou de douleur, il attrape son meilleur ami et son serviteur, Lycas, et le balance à la mer, le tuant du coup. Et en fait, la puissance, elle passe déjà par cette musculature qui est vraiment géniale, et le tissu qui est extrêmement fin, très très fin, qui colle à sa peau, parce que c'est pas réellement un nu, mais on en a quasiment l'impression. Et il n'y a aucune ligne droite dans cette œuvre. Il n'y a pas, pour le coup, tout est en mouvement, en fait. Il n'y a pas de coup d'arrêt, excepté là, justement ce genou, là, la jambe tendue en avant qui marque d'appui, mais cet arrêt, ce coup d'arrêt, il n'est que temporaire, parce que la jambe va se tendre quand il va le balancer. Et en plus de ça, elle est vraiment toute en courbe. C'est une statue qui est très très aérienne, un peu à l'image de ce pauvre Lycas qui va passer devant nos yeux et en apprenant à voler, avec un visage qui est totalement terrifié, quoi. Et cette puissance, c'est vraiment Hercule qui pète un câble. Un peu à l'image, de toute façon, toute la vie d'Hercule a été tragique. Déjà, la perte de son amant, sa belle-mère, Héra, qui le rend fou et il massacre ses propres enfants. Sa fin, qui est totalement tragique et sublime, parce que c'est horrible de mourir comme ça. Hein. Donc voilà, c'est la puissance excessive, mais aussi c'est une véritable souffrance. En dernier tableau, donc on a vu donc que le sublime dans le néoclassicisme pouvait, qui sont deux courants, hein, qui sont totalement opposés en fait, hein, parce que bon, le néoclassicisme cherche le beau, mais le sublime cherche la peur, la souffrance. C'est totalement opposé l'un et l'autre, mais on a vu que les théories de Burke dans le néoclassicisme pouvaient s'appliquer dans l'inspiration de la crainte, dans le gigantisme, le regret, la puissance. Il nous reste juste le désespoir. Et j'ai choisi un tableau de Guérin avec une esthétique qui est véritablement néoclassique, avec tout ce que ça implique. Hein. Donc c'est une peinture d'histoire avec un décor qui est antiquisant, il y a de la couleur, et on retrouve ce sublime avec la douleur et la lumière sombre. Et le tableau renvoie en fait au retour d'un chevalier romain après les proscriptions de Sylla, en 82 avant Jésus-Christ, où en fait les proscriptions, c'est toute personne qui se trouvait sur la liste voyait sa tête mise à prix. Donc n'importe qui pouvait les tuer et récupérer tous ses biens. Et généralement, c'était des membres de la noblesse. Donc c'était assez rentable pour quelqu'un de pauvre. Ça motivait les gens, on va dire. Et en fait, à la fin des proscriptions, quand Sylla perd le pouvoir, au retour, forcément ces proscrits qui ont réussi à survivre et qui se sont carapatés reviennent, et là il retrouve à son retour, c'est un personnage qui est totalement qui est fictif, hein, mais on replace ça c'est la petite histoire dans la grande, on va dire, et il y retrouve sa femme qui est récemment décédée. Et ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment ce désespoir, parce qu'il ne regarde pas sa femme, alors qu'il tient sa main, qui est encore tiède, ni même sa fille qui pleure à ses genoux. Dans l'Antiquité, toucher le genou est un signe de supplication. Et il est tout entier dans sa souffrance, avec toujours ce dos qui est courbé, mais il est immobile avec ce visage
le regard qui est plongé dans le vide, c'est l'expression d'une véritable souffrance. Elle n'est pas théâtrale, il n'y a pas de grands gestes, bien au contraire. C'est vraiment une souffrance qui est intériorisée et qui montre les tourments de l'âme. En plus, le tableau est une critique directe des événements de la terreur, parce qu'il a été peint en 99, après, donc, du coup, le traité de Tolentino, etc. Il me semble qu'on est sous le consulat de Napoléon, pas encore sous l'Empire. Et quand il y a eu la Révolution, toute la noblesse, une bonne partie de la noblesse s'est barrée. Et quand ils ont à leur retour, on avait pris tous leurs biens et ils n'avaient plus rien, quoi. Donc en conclusion, je ne vais pas faire un résumé de tout ce que j'ai fait là, je vais surtout voir comment a évolué l'art après 1810. En fait, le néoclassicisme finit par s'essouffler après l'Empire. Oui, le retour. Le néoclassicisme finit par s'essouffler décidément après la chute de Napoléon, parce que le style empire avait marqué, il avait élaboré ça presque comme un style national, en fait, le néoclassicisme, sous sa forme la plus aboutie. Mais par contre, le sublime continue à perdurer, et là, il prend pour le coup une nouvelle ampleur sous la restauration de la monarchie entre 1815 et 1830, qui prend la forme de romantisme. Ce qui fait que Fuseli et Blake, on les considère aujourd'hui comme des annonciateurs du romantisme, des pré-romantiques. Donc, ce romantisme évolue avec des artistes comme Delacroix, comme Géricault, avec le radeau de la Méduse, là qui pour le coup c'est quelque chose qui s'est vraiment passé, un véritable naufrage où il y a eu de très nombreux morts, avec jusque des cas de cannibalisme. Il y a aussi les romantiques allemands. Là, cette fois-ci, le sublime s'accroche un peu plus aux ruines ces ruines marquent le passage du temps, de préférence des ruines gothiques. Et le sublime des siècles, disait John Ruskin, avec c'est un traitement très poétique en fait de l'irrémédiable. Nous sommes nés de la poussière et quoi qu'il arrive, nous retournerons à la poussière, et les vestiges, tout ce qui appartient à notre époque, des bâtiments ou des œuvres d'art ou n'importe quoi, ces vestiges ne nous survivront pas forcément pendant très longtemps. Donc voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté pendant cette... même pas forcément 1h30, un petit peu moins. Néanmoins, est-ce qu'il y a des questions? Je serais très surpris qu'il n'y en ait pas. Vous avez tout compris. J'ai bien fait mon travail. Non, mais juste dire qu'il y a des artistes qui sont très modernes. Je trouve que c'est très moderne. Je ne sais plus lequel. Ça appartient à l'époque moderne, de toute façon. Oui, non, mais c'est dans l'actuel. Voilà. Oui, mais justement, c'est là qu'on reconnaît le vrai génie, quand on voit des œuvres qui pourraient être... C'est le cas, par exemple, de Fuseli, oui, c'est clairement. Fuseli, quand on regarde les trois sorcières, ce tableau-là... Il y en avait un autre aussi. Il y en a un autre. Un autre où il est en croix, avec les couleurs, très très colorées. En croix. Oui, ça aussi, je trouve. Oui. Le silence. Le silence, c'est absolument génial. Et il est magnifique. En croix, je sais plus. Celui-là. Alors en fait, ça s'explique essentiellement parce que Blake était un enlumineur. En fait, il récupérait, il prenait des ouvrages qui existaient, par exemple Le Paradis perdu de Milton, ou même La Divine Comédie de Dante, qui offre une description du paradis, de l'enfer, du purgatoire. C'est une œuvre qui a été écrite à la fin du Moyen-Âge, tout en vers, magnifique, je vous conseille de la lire. Et en fait, il récupérait des éditions comme ça et il réalisait des gravures justement pour les illustrer. Il illustrait ces réalisations-là et il produisait quelques éditions extrêmement limitées qui étaient mises en couleur et qui étaient rehaussées à l'aquarelle et à la plume. Et donc c'est des ouvrages qui aujourd'hui s'arrachent à prix d'or, parce qu'il en existe peut-être une dizaine de chaque, et chacun est plus ou moins unique. Donc pour le coup, ça s'explique vraiment déjà par le biais de l'aquarelle, qui est une technique qui est assez rare à l'époque. On dessinait, on rehaussait par exemple des dessins. C'était utile pour les dessins. On ne peignait pas spécialement entièrement à l'aquarelle. Je m'avance peut-être, j'en sais rien, mais
en tout cas j'en ai croisé aucune, mais on rehaussait certains dessins à la sanguine et à l'aquarelle justement pour ces effets d'ombre et de lumière et rajouter des touches colorées au dessin. Non. Autre chose? Non, rien du tout? Eh bien écoute, je vous convie au pot de l'amitié parce que j'ai moi-même très très soif.